Bonjour, c'est Kirk. Ça y est, les jantes sont enfin usinées et maintenant que nous sommes sûrs qu'elles s'adaptent bien à la Boxster et surtout que l'écartement est le bon, on va pouvoir passer aux finitions. On va commencer par mettre des cache-moyeux Porsche avec logo couleur pour donner un peu de cachet à ces jantes, puis on va envoyer tout ça en peinture. À ce propos, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à mes deux petits sondages Facebook pour choisir la façon dont on allait les peindre. Le premier m'a permis de laisser tomber l'idée de peindre les jantes en grise pour me focaliser sur 3 variantes rouges en référence à la couleur des roues des anciennes locomotives à vapeur. Et la grande gagnante de ce sondage est indiscutablement la numéro 2 qui a recueilli 3 fois plus de votes que les deux autres qui étaient quasiment à égalité. Maintenant qu'on sait quoi faire, on peut enfin peindre. Et pour ça, je suis retourné voir Mathieu, de la carrosserie Claudel à Sainte-Savine, où j'avais déjà tourné les vidéos sur la peinture de mes jantes et celle sur la réparation du pare-choc. Si je suis allé dans cet atelier, c'est parce que je sais qu'en cas de souci, ils sont très doués pour trouver des solutions. Et comme vous allez le voir plus tard, vu comment ça va dégénérer, j'ai bien fait de faire appel à eux. Allez, on y va. Avant de s'attaquer à la peinture, il va falloir corriger un problème que j'ai découvert en mettant le cache-moyeu. Car je me suis rendu compte que par endroits, il déborde, ce qui n'est pas très esthétique. Quand on le retourne, on comprend que le problème vient des 3 excroissances qui sont dans le prolongement du logo et qui créent par endroits une surépaisseur qui empêche le cache d'être plat. Il va donc falloir poncer tout ça. Heureusement, quand on rabote les extrémités, on peut voir que l'épaisseur du plastique est suffisante pour que ça ne traverse pas le cache. Une fois que le ponçage est terminé, quand on teste, on constate que cette fois, le cache s'adapte parfaitement. Ça a l'air nickel maintenant, il n'y a plus rien. On va aussi devoir séparer le disque en acier de la jante alu. Et là, j'ai réalisé qu'il ne suffisait pas de retirer les boulons car les deux pièces restent collées, même en tirant dessus. Pour réussir à séparer ces deux pièces, il a fallu taper dessus au marteau avec un coup sec. Maintenant, on peut préparer la surface pour la peinture. Comme la matière est très lisse, on ne peut pas peindre directement dessus. On va d'abord devoir la micro-rayer pour créer une surface irrégulière afin que le primaire d'adhérence accroche à la matière. Le boudin en acier subira le même traitement en rayant méthodiquement l'ensemble du disque. Après avoir nettoyé avec du solvant, on peut envoyer les jantes en cabine pour recevoir un primaire d'adhérence spécial capable d'accrocher au métal brut. Quand j'avais fait repeindre mes jantes dans cette vidéo, nous n'avions pas eu cette étape car comme on ne ponce pas les jantes jusqu'au métal, ce primaire n'était donc pas nécessaire. Lorsque la peinture est sèche, au bout de 10 minutes, on attaque le second primaire d'adhérence destiné à faire tenir la peinture. Comme pour la première couche, on passe à la fois sur les jantes et sur le disque en acier, sauf que cette fois, on va aussi peindre des cache-moyeux avec ce primaire. On remarque que la teinte est beaucoup plus claire que la première couche, et si je prends la peine de signaler ce détail, c'est parce que ça va avoir son importance pour la suite. Ensuite, on va peindre en rouge. La peinture que vous voyez est en fait un second essai, car en commençant à peindre, on s'est rendu compte que le rouge ressortait plus clair que sur le nuancier. Ce problème venait du fait qu'on avait peint sur une surface blanche. Le carrossier a donc dû ajouter du noir pour que le rendu final corresponde à la teinte que nous avions choisie au départ. Une fois qu'on a terminé de peindre et laisser sécher, on va pouvoir appliquer une couche de vernis. Après ça, on peut attaquer la partie délicate, c'est-à-dire la création du liseré blanc. Cela dit, avant ça, comme on va remettre une couche de vernis plus tard, il faut à nouveau micro-rayer le vernis pour que la prochaine couche accroche bien. Maintenant que le vernis est prêt, on peut attaquer le masquage. Et c'est là que les difficultés commencent, car faire un masquage parfaitement circulaire est loin d'être facile. Alors, pour y arriver, le carrossier a trouvé une astuce. Il pose d'abord un scotch qui correspond à l'épaisseur de la bande blanche en se calant sur les rebords de la jante. Ce scotch est temporaire, il va nous servir de référence pour poser une seconde bande de scotch beaucoup plus fine qui, elle, va servir au masquage définitif. En suivant le premier scotch, il arrive à obtenir un cercle quasiment parfait. Il ne lui reste plus alors qu'à enlever la première bande de scotch pour apprécier le résultat. Ensuite, il va masquer le reste de la jante et ce n'est pas évident à cause de la présence des 5 branches. Quand le masquage est terminé, on nettoie à nouveau et on peut enfin peindre en blanc. Mais cette fois, on ne va pas vernir, sinon on va faire une marque au niveau du liseré. Quand la peinture a séché, au bout de 10 minutes, on enlève le masquage pour voir toutes les imperfections que l'on va découvrir en dessous, comme par exemple des traces blanches sur le rouge à cause d'un trou dans le masquage. Pour corriger cela, on peut retirer l'excès de peinture en frottant délicatement avec un chiffon humide. Pour cette étape minutieuse, il vaut mieux pas trembler, sinon on a vite fait d'aller trop loin. Après, il ne reste plus qu'à nettoyer à nouveau avec un dégraissant, puis passer sur l'ensemble de la jante une couche de vernis qui va recouvrir les deux couleurs sans faire de marque de jonction. Franchement, le résultat est magnifique et il me tarde de voir à quoi ça va ressembler avec le pneu. On va donc à l'atelier où le mécanicien va commencer par mettre la jante sur la machine pour la caler.
Puis il prend le pneu que nous avons récupéré sur la roue galette et va badigeonner consciencieusement les flancs avec une graisse noire pour faire l'étanchéité. Comme c'est de la graisse à l'eau, elle va sécher et agir un peu comme une colle, ce qui évitera les fuites. Ensuite, il va insérer dans la jante une valve qu'il a préalablement graissée avec la même graisse noire, et comme on peut le voir, il ne faut pas hésiter à forcer pour réussir à la passer. Pour les roues avant, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème pour mettre le pneu sur la jante. Mais pour les roues arrière, comme les branches sont trop hautes, la machine bute dessus à cet endroit. Il a donc fallu utiliser une autre méthode, tout aussi efficace, faisant appel à un autre bras. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer les résidus de graisse avec un chiffon, puis à passer au gonflage. Mais comme le flanc du pneu va toucher le disque en acier, je préfère d'abord revisser le disque pour éviter que la pression du pneu sur le disque ne m'empêche de visser. Franchement, quand je regarde le rendu final, j'ai des papillons dans le ventre. Après plusieurs années à me traîner ce projet, je touche enfin au but. Il ne me reste plus qu'à franchir la ligne d'arrivée et à savourer ce moment. Enfin, en théorie. Oui, parce que je vais pas tarder à me rendre compte que la ligne d'arrivée a décidé de se faire la malle sans moi. Reprenons. Normalement, il ne reste plus qu'à regonfler le pneu, et cette étape ne peut pas mal se passer, tout bêtement parce qu'on a repris exactement la forme de la roue galette pour tout ce qui concerne la partie qui maintient le pneu. Mais comme le destin est une peau de vache, c'est précisément cette étape qui va foirer et remettre en cause la totalité du projet. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à regonfler le pneu? En fait, pour deux raisons. La première, c'est que normalement, dans la jante, il y a deux bandes en surépaisseur. Ces bandes sont capitales pour le gonflage. Comme au départ, les flancs du pneu ne sont pas collés au flanc de la jante, l'air s'échappe par en dessous. Ces deux excroissances font donc la jonction avec les flancs du pneu pour pouvoir commencer à le gonfler sans que l'air ne s'échappe. Et quand la pression est suffisante, elle plaque brutalement les flancs du pneu sur ceux de la jante. Dans les jantes que j'ai fait tailler, on peut voir la présence de ces deux bandes. Malheureusement, il s'est avéré qu'elles sont moins hautes que celles de la roue galette. La question est donc, pourquoi ne sont-elles pas identiques à la roue galette qu'on a scannée? En fait, quand on a scanné la roue galette, le logiciel de scan a lissé les courbes entre les points, ce qui a en quelque sorte raboté cette forme, la rendant bien trop basse pour qu'elle puisse remplir sa fonction. Pour résoudre ce problème, et gonfler le pneu quand même, il faudra injecter de l'air tellement vite et fort que ça plaquerait les flancs du pneu directement sur ceux de la jante. La solution de baroudeur qu'on utilise dans ce cas pour les 4x4, les camions ou les tracteurs est de mettre un produit inflammable dans le pneu et d'y mettre le feu pendant qu'on gonfle. Ça va provoquer une explosion qui va instantanément gonfler le pneu. L'inconvénient, c'est que la belle peinture toute neuve risque d'être abîmée par les flammes. Mais de toute façon, dans notre cas, cette solution n'est pas applicable car on s'est rendu compte d'un problème bien plus grave. En fait, on a constaté que la valve est au mauvais endroit. Elle est plaquée contre le flanc de la jante et l'excroissance en caoutchouc à l'intérieur de la jante empêche le flanc du pneu de se plaquer et de faire étanchéité. Du coup, on ne peut même pas songer à gonfler avec un injecteur haute pression car l'air n'entre pas dans le pneu. Normalement, sur la roue galette, la valve est là pour amener l'air directement au centre de la jante. Vous allez donc me dire comment c'est possible qu'on ait percé le trou ailleurs au lieu de reprendre la position de la valve sur la roue galette? Bonne question. Erreur humaine, tout bêtement. André, qui a modélisé les jantes, ne s'explique pas comment il a pu faire une telle erreur. Et j'avoue humblement que je n'ai pas non plus tilté en contrôlant le fichier 3D. En fait, j'étais tellement préoccupé par les éléments qu'on allait transformer sur cette jante que je n'ai pas pensé à contrôler que ce qui devait rester d'origine avait bien été repris correctement. Donc là, je me retrouve avec un produit fini, mais inutilisable à cause de deux problèmes majeurs de conception. Et malheureusement, comme il était hors de question de résiner les jantes, à ce stade, je n'avais aucune solution, ce qui m'a bien plombé le moral quand même. Non, franchement, sur le coup, je me suis dit qu'il valait mieux tout laisser tomber, car je n'avais ni l'énergie, ni le budget pour continuer. Heureusement, Mathieu, le gérant, a tout de suite lu dans mon regard ce qui était en train de se passer dans ma tête, tout simplement parce que c'est un sentiment qu'il connaît trop bien, pour l'avoir lui-même vécu lorsque certains de ses projets prenaient l'eau. Du coup, il a pris son téléphone et son carnet d'adresses et m'a dit « T'inquiète pas, va, on va trouver une solution ». Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.